Et comme il est important de savoir d'où l'on parle, je dois préciser qu'il est membre de l'IGAS, dont l'Inspection générale des affaires sociales, et ancien inspecteur du travail. Il a été directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, donc l'ANACT, de 2012 à 2017. Et auparavant, il a occupé plusieurs postes en administration centrale, notamment à la sous-direction des conditions de travail et la direction générale du travail, donc la DGT, où il a notamment piloté la cellule risques psychosociaux du ministère du Travail, ainsi que des fonctions de coordination de la santé et sécurité au sein d'un groupe industriel. Et Hervé Nousière, donc, nous a rejoint aujourd'hui et en tant que directeur de l'Institut national de l'INTEFP. En premier lieu, Hervé Lanousière, bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Bonjour. Alors, en premier lieu, pourriez-vous nous dire quelques mots sur votre institut? Ah ben, ça va aller très très vite. L'Institut national du travail, c'est une école et c'est un institut. C'est l'école du ministère du Travail, donc qui est plutôt plus connue pour être l'école des inspecteurs du travail. En fait, on ne forme pas que les inspecteurs du travail, mais on forme notamment tous les inspecteurs du travail de France et de Navarre. Donc ça, c'est la fonction pour laquelle on est la plus connue. Et puis on a aussi une autre fonction qu'on appelle justement la fonction institut, qui est celle d'être un lieu dans lequel on discute avec les acteurs sociaux. Donc cette fois, non seulement les fonctionnaires, mais les partenaires sociaux, les responsables d'entreprise ou les responsables d'organisations syndicales, sur tous les phénomènes émergents du travail auxquels nous sommes confrontés actuellement, avec l'objectif et l'ambition de les comprendre et puis peut-être d'outiller tout le monde pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, hein, pour prendre des sujets hyper d'actualité. L'algorithmisation du travail nous intéresse au plus haut point en ce moment. La manière dont la blockchain ou le métaverse demain peut impliquer des changements des conditions de travail ou d'emploi ou de compétences. Donc c'est ça notre champ. Donc, un côté école, on forme notamment les inspecteurs du travail, et puis de l'autre, on réfléchit et on essaye d'éclairer un petit peu tout le monde, y compris nos inspecteurs du travail, sur ce qui est en train d'arriver, qui n'est pas forcément dans le code du travail, même généralement n'est pas dans le code du travail. Qui est encore une belle mission. Une belle mission. Alors, euh, donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et alors, donc pour ça, nous allons donc échanger ensemble pendant 45 minutes, avec, pour préciser, 30 minutes d'intervention donc d'Hervé Lanousière, puis 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors, tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, Hervé, les chiffres persistants des accidents du travail, un appel à l'action. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de ces mauvais chiffres? Alors, déjà, peut-être dire qu'effectivement, tout ce que je vais vous dire là, c'est le résultat d'un propos que construit avec un magistrat de la Cour de cassation avec qui j'ai co-rédigé donc le bouquin sur la santé au travail qui fait que je suis vers vous aujourd'hui, mais où on s'est posé nous-mêmes la question avec Emmanuel Bourse, donc qui est avocat général à la Cour de casse. On s'est posé la question de savoir pourquoi justement aujourd'hui les employeurs, malgré le revirement de jurisprudence dont on parle depuis 2015 sur l'obligation de sécurité, avaient beaucoup de mal à s'approprier en fait la logique des principes généraux de prévention et à améliorer durablement les actions du travail. Donc on a décidé de travailler ensemble et puis d'écrire ensemble quelque chose qui pourrait permettre et de comprendre le droit et surtout d'aider les employeurs, les entreprises, les partenaires sociaux à concrètement s'emparer de ce sujet-là. Et donc, pourquoi je vous dis ça en introduction, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, une des raisons majeures, alors je ne vais pas parler tellement des politiques publiques pour l'instant, je vais vraiment m'intéresser à la prévention dans les entreprises. Et nous, ce qui nous semble effectivement, c'est qu'aujourd'hui, quand on analyse les choses, on fait finalement le constat qu'il y a 4 grands registres d'intervention dans les entreprises, 4 grands registres sur lesquels les employeurs réagissent face aux risques professionnels, qui ne sont aucun d'entre eux n'est mauvais en soi, mais qui ne sont effectivement plus suffisants les uns sans les autres. Et on s'aperçoit que finalement le registre sur lequel intervient l'employeur est extrêmement important parce qu'il va déterminer finalement une représentation du risque. Je vais rentrer un peu plus dans le concret après. Hein, mais que le registre, le modèle finalement, qui est le modèle de prévention de l'employeur, il va déterminer un modèle de représentation du risque qui va lui-même enclencher un registre d'intervention, un registre majeur d'intervention. Je reviendrai encore une fois sur des exemples juste après. Et que ce registre d'intervention, effectivement, il va aboutir à un niveau de prévention qui va être plutôt de l'ordre du tertiaire, plutôt de l'ordre du secondaire, ou plutôt de l'ordre de la prévention primaire. Donc je ne reviendrai pas sur ces définitions parce que je pars du principe que le public qui nous écoute connaît ça par cœur. Mais en tout cas, en fonction effectivement de la représentation qu'on a, on va avoir un registre d'intervention et donc un niveau de prévention qui va être privilégié. Et du coup,
eh bien, il y a des résultats qu'on peut ou pas escompter suivant le registre sur lequel on se place. Alors, je vais être un peu plus concret maintenant, simplement pour vous dire que finalement, les 4 grands registres, c'est un peu des registres historiques. Si on regarde au cours des 150 dernières années, nous on a identifié un registre de la réparation, un registre de la protection, un registre de la prévention, et puis un registre de la promotion de la santé. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'effectivement, pendant très très longtemps, on a été, et jusqu'à une époque récente, et pour certains d'entre nous ou d'entre vous, je ne sais pas, mais en tout cas, on est encore beaucoup sur le registre de la réparation. Et évidemment, il y aura toujours des accidents du travail, il y a toujours eu des accidents du travail. Vous voyez bien à quoi je fais allusion quand je parle du registre de la réparation, mais il y a, malgré tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, encore pas mal de gens qui sont sur le registre de la réparation, donc qui mettent en œuvre des actions de prévention ou qui considéraient des actions de prévention dont ils escomptent qu'elles vont effectivement améliorer les résultats dans l'entreprise, alors qu'ils ne peuvent guère en attendre autre chose que finalement ce que moi j'appelle la gestion de l'aléa. C'est-à-dire quand on est dans une logique de réparation, qui est celle qui finalement est née en 1898 et qui a donné naissance à notre régime, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, de reconnaissance des accidents de travail et des maladies professionnelles, quand on est sur ce régime-là, on considère donc que le risque est un impondérable, est inévitable, il est inhérent à l'activité de travail, et que donc du coup le registre, majeur d'intervention qui va être celui de l'employeur, qui croit qu'effectivement l'accident est inévitable, ça va être le registre de l'indemnisation et du reclassement du salarié lorsqu'il y a un accident. En clair, les mesures qu'il va mettre en place sont des mesures de prévention tertiaire, et donc tout ce qu'il peut espérer effectivement de sa politique, qui n'est pas une politique de prévention selon moi, mais en tout cas tout ce qu'il peut espérer comme résultat, eh c'est seulement gérer les aléas. C'est-à-dire lorsqu'il y a un accident du travail, une maladie professionnelle, il va y avoir des cotisations éventuellement supplémentaires à payer en fonction de la taille de l'entreprise, je ne vous apprends rien. Il va y avoir éventuellement des condamnations, il va y avoir éventuellement des obligations de reclassement, mais somme toute, il y aura des accidents dans l'entreprise, il continuera à y avoir des accidents dans l'entreprise. Alors, on pourrait dire c'est derrière nous, cette histoire-là. En réalité, rappelez-vous quand même, les partenaires sociaux, ils ont entendu 2005 dans le 3e plan santé au travail pour dire qu'il faut abandonner la logique de réparation pour passer à une logique de prévention. Ce qui veut dire que c'est en dit long quand même. C'est-à-dire que cette logique de réparation, elle est encore très très prégnante. On y reviendra sûrement tout à l'heure quand on parlera des indicateurs. La deuxième logique, c'est la logique de protection. Alors c'est déjà mieux, c'est celle qui est apparue après la logique de réparation. On peut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans le Code du travail, et j'insiste sur ce point-là parce que je pense qu'il est assez essentiel dans la réponse à votre question que je n'ai pas oubliée, c'est pourquoi il y a encore beaucoup d'accidents. À partir de 1945, on sort quand même de cette logique majeure de réparation, et on rentre dans la logique de protection, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a des risques et qu'il faut limiter effectivement les effets de ces risques, soit effectivement en protégeant les opérateurs, donc on est bien dans une logique de protection des opérateurs, c'est-à-dire en mettant en place des moyens de protection. Et quand vous regardez très concrètement les textes en matière de santé-sécurité qui sont sortis après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à une époque encore assez récente, c'était des textes qui étaient vraiment rédigés en termes d'obligation de moyens. Et si vous regardez la logique juridique qui était derrière, finalement, c'était une logique de conformité réglementaire à des standards. Alors, je donne un exemple très très concret, mais j'ai été inspecteur du travail, vous l'avez dit, moi je me rappelle, j'étais inspecteur du travail, j'ai appris que dans le décret du 8 janvier 1965, vous voyez, un décret de 65, moi je suis entré au ministère du Travail en 88, la Bible, c'était le décret de 65 dans le BTP, et on nous disait que lorsqu'une tranchée est inférieure ou égale aux 2/3 de la profondeur, eh bien, lorsque la largeur est inférieure ou égale aux 2/3 de la profondeur, alors il faut mettre tel type de protection, etc. Alors, c'est typiquement une obligation de protection et une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'en fait, l'employeur doit se mettre en conformité. Et pendant des années, et on va même dire des décennies, tous nos textes, je pourrais citer d'autres exemples en matière de machines, d'équipements de travail, de risques chimiques, ce sont des textes d'obligation de moyens, c'est-à-dire l'employeur doit se mettre en conformité avec des standards très précis dans le code du travail. Et d'ailleurs, je me rappelle, quand moi je contrôlais les entreprises, souvent les employeurs me disaient oh, mais vous vous rendez compte, vous nous prenez vraiment pour des idiots, vous nous rédigez des textes dans lesquels vous nous expliquez quelle doit être la hauteur de la marche, de la contre-marche, etc., etc. Dites-nous tout simplement qu'il faut faire des escaliers en sécurité et ça se passerait mieux. Alors, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Et donc, du coup, effectivement, moi, quand j'étais inspecteur du travail, je vérifiais le respect des standards et les employeurs eux-mêmes se mettaient en conformité dans le meilleur des cas avec les standards. Et puis, finalement, on attendait de cette réglementation-là qu'elle évite les accidents. Alors, elle en a évité beaucoup, parce que si vous regardez les statistiques, et je n'ai toujours pas oublié votre question, si vous regardez les statistiques entre la Seconde Guerre mondiale, entre 1955, on va dire, et jusqu'à la fin des années 70,
on a une diminution très importante, très impressionnante des accidents du travail. Enfin, voilà, la courbe est vraiment très, très impressionnante. Donc, cette réglementation a été efficace. Elle a été très, très efficace, elle a produit ses fruits. Et puis, jusqu'à un moment donné, jusqu'au début des années 80, et puis alors de manière vraiment très flagrante depuis le début des années 90, une stagnation, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'arrive plus à diminuer substantiellement, suffisamment en tout cas, le nombre des accidents du travail, et que ce soit des accidents du travail graves ou des accidents avec arrêt ou des accidents mortels, on n'a pas des résultats satisfaisants. Alors moi, j'ai souvent l'habitude de dire, bah oui, parce qu'effectivement, cette logique de protection, elle a atteint ses limites et qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on a fait le plus dur, on va dire que maintenant, on est rentré dans le dur, justement, on a fait le plus facile, on a effectivement appris à protéger les machines, à protéger les échafaudages, etc. Je ne dis pas que c'est parfait partout, mais en tout cas, on a fait d'énormes progrès. Simplement, cette logique de conformité, on s'est aperçu, de protection, on s'est aperçu qu'elle ne supprimait pas le risque, bien évidemment. Elle consistait souvent à mettre une barrière entre effectivement le danger et l'exposition de l'homme à ce danger, entre le coulisseau de la machine pour faire vite et l'opérateur en mettant des écrans, etc. Et on a été très, très frappé de constater quand même à partir de la fin des années 80, début des années 90, qu'il y avait de plus en plus d'accidents du travail, alors que les machines ou alors que les règles techniques du code du travail étaient respectées. Donc moi, j'ai vu des gens, pour reprendre mes exemples, des gens ensevelis sous des tranchées et mourir, alors que l'employeur avait bel et bien respecté la règle. J'ai vu des gens tomber à 15 mètres de 15 mètres de hauteur et se tuer, alors qu'il y avait bien une lisse à 1 mètre de hauteur, et une sous-lisse à 45 cm et une plane de 15 cm. Donc, vous voyez, une obligation de conformité qui était respectée, mais quand même des accidents. Alors, je pourrais vous citer des tas d'exemples comme ça. On s'est aperçu qu'effectivement, notre logique de protection, le registre sur lequel nous étions, c'était finalement un registre de prévention parfois tertiaire, mais surtout secondaire. Et donc, tout ce qu'on pouvait en espérer, effectivement, c'était de la conformité réglementaire, éventuellement une responsabilité écartée. Moi, je me souviens souvent avoir des procureurs m'ayant appelé en me disant, alors, il y a eu un mort sur tel accident, quelle est l'infraction, monsieur Lanouzer? Et moi, de répondre, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'infraction. L'accident a eu lieu. C'est scandaleux ce qui s'est passé, mais il n'y a pas d'infraction code du travail. L'employeur a respecté, etc., etc. Donc, on s'est aperçu effectivement que cette logique de protection ne suffisait pas, et c'est là qu'on est rentré dans l'ère de la prévention. Alors en France, ça a été très, très clair avec la loi de 1976 sur l'intégration de la sécurité. C'est-à-dire, on a commencé à imaginer qu'il fallait intégrer dans les règles de conception des équipements de travail, ou lorsqu'on construisait un bâtiment, c'était en amont, très en amont, qu'il fallait effectivement intégrer la prévention, mais surtout, c'est la directive européenne de 1989, alors qui, pour le coup, va exaucer le vœu des employeurs qui me disaient vos textes sont trop compliqués. On va passer d'une réglementation de décrets très techniques, très contraignants, mais finalement qui ne prévoit pas toutes les situations, à une totale autre philosophie qui consiste à dire, et vous le connaissez comme moi, eh bien maintenant vous allez fonctionner avec des principes généraux de prévention, c'est-à-dire que vous allez procéder à une évaluation des risques, et en fonction de l'évaluation des risques, vous allez prendre les mesures qui s'imposent. Et là, juste parce que je vois que vous avez envie de me poser une question, mais je voudrais quand même aller au bout de ça, parce que Oui, oui, c'est oui. hyper important juridiquement. Si vous regardez comment les textes sont rédigés à partir du début des années 90, dans toutes les directives européennes, et puis maintenant dans le Code du travail, chaque fois qu'on rédige un nouveau texte, on n'écrit plus du tout des obligations de moyens comme celles que je viens de vous décrire. On dit vous devez mettre en place une formation appropriée, des moyens suffisants, adaptés. Vous voyez, donc on oblige effectivement l'employeur. C'est beaucoup moins sécurisant pour l'employeur en apparence, et c'est beaucoup moins sécurisant d'ailleurs, y compris pour l'inspecteur du travail, parce que c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Mais en réalité, on oblige finalement l'employeur à dire bah, faites l'évaluation des risques, et en fonction de cette évaluation des risques, prenez les mesures adaptées, suffisantes, appropriées, etc. Et ça, cette logique-là, c'est tout ce qu'on a essayé d'écrire dans le bouquin. Ça renvoie aux principes généraux de prévention, dont tout le monde dit, bah oui, finalement, les 9 principes généraux de prévention, on voit bien ce que ça veut dire, mais on ne sait pas les appliquer à des conditions, à des cas concrets. Et nous, c'est ça qu'on constate aujourd'hui. Et pour répondre à votre question, le grand gap qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est comment les gens arrivent à concrétiser les 9 principes généraux de prévention, c'est-à-dire comment les gens arrivent à faire non plus une référence à un texte très précis, parce que ces textes-là n'existent plus. On l'a bien vu avec le Covid, on l'a vu avec les risques psychosociaux, on les voit avec les troubles musculo-squelettiques. Il n'y a plus de texte aujourd'hui précis sur ces choses-là. On ne fait plus des décrets techniques. C'est terminé à cette époque-là. L'employeur et les salariés doivent être en capacité de traduire les 9 principes généraux de prévention à des situations très concrètes. Et c'est tout ça, mais j'en reparlerai peut-être tout à l'heure dans les autres questions, qu'on a Oui, oui. essayé d'illustrer dans le bouquin. Et alors, je voulais juste en finir en venant à la politique de prévention, parce que je vous ai dit maintenant, on n'en est même plus à la prévention. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, qui est l'ère de la
promotion. Et je voulais juste dire deux mots là-dessus, parce que cette ère-là, à mon avis, elle ne fait que débuter. On a encore bien 50 ans devant nous avant qu'elle soit complètement appropriée. Mais la limite de la logique de prévention, c'est qu'elle-même, elle nous fait faire beaucoup de prévention secondaire, pas tellement de prévention primaire. Or, vous savez qu'on aspire tous à la prévention primaire. Et la prévention primaire, eh ben, Et elle consiste peut-être simplement. qu'il serait bien, Hervé, ce serait bien quand même, pour que tout le monde soit quand même d'équerre avec cela. On parle de prévention primaire. C'est quoi la prévention primaire? Pour moi, la prévention primaire, c'est le risque éradiqué. C'est-à-dire, en fait, on ne raisonne même pas en termes de risque. Quand on est en prévention, on fait de la prévention, donc on cherche à éviter le risque. Rappelez-vous les 9 principes généraux de prévention, et c'est déjà énorme. Mais éviter les risques, ça veut dire avoir une approche du travail par les risques, c'est-à-dire se poser la question de quand je fais telle activité, ça génère des risques, et comment je me protège des risques. Quand on est dans la prévention primaire, on est au top, on est au summum, j'ai presque envie de dire pour l'instant, c'est encore presque de l'utopie dans de nombreuses situations. Je ne raisonne pas quand je crée une activité de travail en fonction des risques qu'elle est susceptible de générer, c'est déjà presque trop tard. Je crée mon activité en imaginant les circonstances les plus favorables pour que ça soit non seulement pas générateur d'accidents, mais que ça soit promoteur de santé pour les personnes. C'est-à-dire qu'elles vont se développer, qu'elles ne vont pas courir de risques, mais non seulement pas courir de risques, elles vont travailler dans de bonnes conditions. J'en ai un exemple concret. Moi, quand j'ai travaillé dans le secteur privé, j'ai eu la chance d'assister à la construction de 2 usines en même temps, l'une à côté de l'autre, avec 2 chefs de projet totalement différents. Il y en a un qui raisonnait approche par les risques et l'autre qui raisonnait approche par la promotion de la santé. Sur sa question, c'était de dire quelle est l'usine idéale dont on rêve, dans quoi on a envie de travailler. C'était pas du tout la même approche. La façon dont il a travaillé C'est avec les ses débats. équipes. C'est des débats qu'on a eus quand même là-dessus aussi avec sous d'autres webinaires où on parle effectivement, on parle plus maintenant. Enfin, vous me direz si je me fourvoie là-dessus, mais on parle plus on s'occupe de la santé et pas simplement de la sécurité en tant que telle. C'est-à-dire comment Oui, et oui, quels tout à sont les fait. aléas finalement pour la santé d'une manière plus générale, on prend un peu de hauteur sur le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on en revient, enfin, on en vient à cette fameuse définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui est une acception maintenant de plus en plus reconnue de la santé au travail. C'est-à-dire que la santé, pour l'OMS, c'est un complet état de bien-être physique, psychique et social. Et donc, si je suis dans une logique de promotion de la santé, je vais réfléchir à la manière dont les activités que je mets en place, les activités de travail, sont génératrices de santé physique, psychique et sociale. Je ne me pose même pas la question des risques. Ce faisant, j'écarte les risques. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ils sont éradiqués. Alors évidemment, c'est utopique, mais c'est ce vers quoi on doit tendre, c'est-à-dire une logique de promotion de la santé. Et évidemment, pour finir mon exemple de tout à l'heure, je peux vous dire que l'usine, moi je connais les 2 usines qui ont été construites, l'usine qui a été construite dans une logique de promotion de la santé, on n'a pas raisonné en termes de texte applicable ou en termes de risques qu'on veut éviter, mais en termes de comment on aimerait travailler demain. Là, je peux vous dire que les opérateurs, ils ont donné des idées super qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul chariot automoteur dans l'usine, que pour remplacer une pièce sur une matrice de machine extrêmement grosse, il faut 3 heures, alors qu'on dans l'usine d'à côté, ben, il faut 3 jours. Tout simplement parce qu'ils ont fait l'usine de leur rêve dans celle de... Alors, elle a coûté un petit peu plus cher, mais elle a pris un peu de retard sur l'autre, mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus productive. Oui. Du coup, on avait quand même, il y a la question des indicateurs, parce que justement, parce que j'essaye d'aller vite, parce que là, c'est passionnant, mais je suis le maître du temps, et cette horreur, on a 5 points à voir, on en est au point 1. Et sont de... Alors, repenser on avait évoqué quand même ensemble, en préparant cet entretien, de repenser la question de repenser les indicateurs de prévention. Bah, C'est un peu c'est-à-dire le qu'en fait, chemin à prendre. ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, vous voyez, par rapport à ce que je viens de dire, quand on dit aujourd'hui, ben, on n'est plus, moi souvent je m'entends dire, ah, mais on n'est plus à la logique de réparation, c'est pas vrai, on fait de la prévention, etc. N'empêche que l'indicateur, quand même, que nous utilisons tous, y compris d'ailleurs au niveau des pouvoirs publics, mais dans les entreprises et partout en règle générale, ça reste quand même le taux de fréquence dans les entreprises. Alors après, il est plus ou moins affiné, hein, TF1, TF2, TF3, TF4, on peut avoir des choses très fines, mais n'empêche que l'indicateur principal qu'on utilise, c'est l'accident du travail. Donc on est quand même bien et bien toujours dans une logique de réparation ou dans une logique de constat de choses fatales, comme si c'était ça l'indicateur de la santé. Or, si vous pensez à ce que je viens de dire à l'instant, c'est pas en mesurant les accidents du travail que je vais avoir une représentation de l'amélioration de la santé physique, psychique et sociale des personnes, ne serait-ce que parce qu'il y a des maladies, mais ne serait-ce parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et notamment, effectivement, ce qui aujourd'hui, ça commence, on voit bien que ça commence à évoluer, mais le taux de pardon, l'absentéisme, le turnover, le niveau d'engagement dans les entreprises, mais même y compris les accidents qualité,
ceux qui font de la prévention, on sait à quel point ce sont des indicateurs très, très, très en amont, ou en tout cas périphériques, qui permettent d'avoir une meilleure lecture. Mais indépendamment de ça, je pense qu'il faut même aller plus loin. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a besoin d'indicateurs dynamiques dans les entreprises, d'indicateurs non pas de constat d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou de mal-être, parce que c'est déjà regarder dans le rétroviseur, ça veut déjà être dans une activité un peu passive. S'il veut être dans la promotion de la santé, ça veut dire que je vais avoir des indicateurs positifs de prévention. Et là, il peut y avoir des exemples. Moi, je pense que ces indicateurs-là, pour le coup, c'est dans chaque entreprise qui doivent être déterminés. Et je cite toujours quelques exemples comme ça pour vous donner des illustrations, mais par exemple, on peut très bien imaginer que dans une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de personnes exposées aux poussières, eh bien, l'entreprise va se fixer comme indicateur le nombre de dispositifs de captage qui vont avoir été mis en place sur l'ensemble des machines ou, à telle échéance. Ça, c'est un indicateur vraiment dynamique qui permet effectivement positivement de s'assurer que les conditions de travail s'améliorent. Si je continue à filer mon exemple, le nombre, effectivement, le taux de vérification ou de nettoyage des dispositifs de captage. Vous savez qu'aujourd'hui, on a plein d'entreprises qui ont des dispositifs de captage des poussières et puis qui ne les vérifient absolument jamais, qui ne font pas de maintenance. Ben, pour moi, un indicateur positif, c'est effectivement le taux d'opérations de nettoyage qui sont réalisées, la substitution de produits dangereux, le nombre de produits dangereux substitués. Je vais vous donner juste un exemple très concret. Moi, la semaine prochaine, je vais avoir le plaisir de remettre un prix santé-sécurité à une petite entreprise de 10 salariés qui fabrique des produits chimiques. Elle fabrique des produits chimiques et elle s'est mise en tête de substituer toutes les substances de ces produits chimiques qui sont de grande application. Je ne vais pas citer le nom parce qu'ils sont très connus, mais l'entreprise, elle a 10 salariés et elle s'est mise en tête de substituer tous les produits qui sont soupçonnés ou suspects d'avoir des effets sur la santé. Et elle n'est pas du tout dans une logique réglementaire, parce que vous savez que réglementairement, l'obligation de substitution, elle est dans les principes généraux de prévention, mais réglementairement, il n'y a que pour les produits CMR qu'elle existe. Eh bien, eux, ils ont décidé de faire porter, alors qu'ils n'ont que 10 salariés, de manière très, très proactive, leur politique de prévention sur toutes les substitutions possibles. Donc, ils se sont mis dans une logique de veille. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle l'effort de prévention. Les juges, de plus en plus, ils vont aller vérifier l'effort de prévention de l'entreprise. Ils vont s'appliquer, ils vont s'employer à vérifier que les principes généraux de prévention, la proactivité, le principe de substitution a été mis en œuvre. Et vous voyez, une petite entreprise de 10 salariés, elle a réussi à supprimer 15 produits suspects au profit d'autres produits reconnus pour l'instant non suspects, et qu'elle produit et qu'elle propose maintenant à ses clients. Pour moi, c'est un indicateur positif de prévention parce qu'elle, ce qu'elle cherche, c'est combien j'ai réussi à substituer de produits dans l'année et combien je m'en fixe pour l'année prochaine. Oui, et puis du coup, ce qui évite les sous-déclarations, parce que quand on n'est que sur sur des accidents, etc., on est, enfin, l'accident, voilà, ou des problèmes qui sont remontés, il y a les problèmes après de sous-déclaration. Alors que je suppose effectivement que quand on est dans le positif, on est quand même, voilà, c'est plus facile à faire remonter du positif. Mais c'est intéressant parce que vous avez tout de suite mis l'axe aussi de la sécurité et puis de cette partie juridique. Et je pense qu'effectivement, c'est quand même l'élément clé aussi pour cette compréhension. Euh, Maintenant, il y a la question, après, on arrive sur la question organisationnelle. On est dans le Est-ce cœur que du réacteur. Là. vous l'aviez écrit comme ça, dans un article que vous aviez mentionné, enfin, vous l'aviez écrit comme ça dans un article avec, en indiquant le chaînon manquant de la prévention. Alors, Alors, qu'est-ce que moi, ce facteur, en quoi donc là, cet je vais demander à ce Gavin s'il veut facteur bien. J'ai organisationnel? prévu une seule slide Oui. dans l'intervention, mais je pense que d'ailleurs, tout le bouquin qu'on a écrit avec Manuel Jour s'y tient dans ce tableau que vous avez sous les yeux en ce moment. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que, en fait, vous savez, en 2015, quand il y a eu le fameux arrêt Air France avec cette décision de la Cour de cassation qui a fait dire à plein de gens, bah, finalement, on a abandonné l'obligation de sécurité de résultat pour passer à une obligation de moyens, en tout cas de revenir à une obligation de moyens, en tout cas qu'on a appelé de moyens renforcés. C'est un peu plus complexe que ça. La réalité, c'est qu'on est aujourd'hui dans une obligation de sécurité qui finalement porte sur des objectifs à atteindre. Et en fait, ce qu'a voulu dire la Cour de cassation en 2015, et ce qu'on a voulu réexpliquer dans le bouquin et qu'on a voulu donc illustrer de manière à ce que très concrètement, un préventeur sache s'en sortir demain. C'est le tableau que vous avez sous les yeux. Si vous reprenez les principes généraux de prévention et si vous refaites la lecture de la jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis 2015, elle vous dit quoi? Elle vous dit effectivement, elle ne vous parle plus d'obligation de sécurité de résultat, qui avait quand même un aspect euh,
très compliqué, puisqu'on avait l'impression que quoi qu'on fasse, finalement, on allait être condamné du moment que le résultat n'avait pas été atteint. Aujourd'hui, on ne vous dit plus ça, on vous dit finalement l'employeur a respecté son obligation de prévention s'il fait la démonstration qu'il a appliqué, qu'il a pris toutes les mesures, et tous les mots sont importants, toutes les mesures prévues par les principes généraux de prévention, qui sont donc énoncés aux articles 41.21.1 et 41.21.2 du Code du travail. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous reprenez les 9 principes généraux de prévention, c'est le tableau que vous avez sous les yeux ici. Que nous dit l'article 41.21.1? Vous devez prendre des mesures d'action, des actions de prévention des risques d'ordre technique. Donc, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont mes fameux décrets techniques dont j'ai parlé tout à l'heure, agir sur les installations, sur les équipements, etc. Donc, quand je dis qu'il ne faut plus, effectivement, qu'il faut passer à une logique de promotion de la santé, je ne renie pas le fait qu'il faut continuer, bien évidemment, à faire de la prévention technique, qu'il faut agir sur la conception des équipements de travail, ou, quand les équipements n'ont pas été conçus, les protéger, sur le registre technique. OK, ça c'est clair et c'est connu de tout le monde. Il y a aussi des mesures d'action et d'information à prendre à l'égard des salariés. C'est-à-dire que si vous lisez les principes généraux de prévention, on vous parle d'instructions appropriées données aux travailleurs. On vous dit très clairement qu'il faut effectivement informer et former les salariés sur les risques. Et donc, c'est la troisième ligne de mon tableau. Dans la première colonne, vous voyez des actions d'information et de formation, des mesures d'ordre humain. Il faut agir sur le comportement des personnes. Le problème, si vous voulez, c'est que si vous analysez les accidents du travail et les maladies professionnelles aujourd'hui, les sinistralités, très souvent, vous apercevez que quand vous regardez les mesures de prévention, j'ai parlé tout à l'heure des registres de prévention, quand on regarde sur quel registre l'employeur est intervenu, très souvent, il est intervenu soit sur le registre technique, soit sur le registre humain. Donc, le registre technique, j'ai mis des machines, des barrières absolument partout, mais le salarié, il les a quand même transgressées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est passé par-dessus la barrière ou il est passé derrière l'écran. Pourquoi? Alors que j'avais des mesures techniques. L'autre façon de réagir, c'est de mettre des mesures d'ordre humain, donc des consignes partout, des interdictions, des équipements de protection individuelle. Or, et parfois, on a l'employeur qui fait soit l'un, soit l'autre. Il faut faire les deux, bien évidemment. Le Code du travail vous dit très clairement, vous devez agir sur le registre technique, sur le registre humain, et puis, évidemment, vous devez aussi intervenir, c'est très clairement dit dans les principes de notre prévention, sur le registre organisationnel. Et c'est là que le bas blesse. Moi, très souvent, chaque fois que j'ai enquêté sur des accidents du travail, le registre technique était présent, mais pas le registre humain, ou le registre humain, mais pas le registre technique. Parfois, j'avais les deux, mais alors, en tous les cas, là où on gagnait à tous les coups, c'est sur les défaillances des critères, des mesures organisationnelles. Et c'est ça, première chose que les juges ont voulu dire, c'est attention, quand je vous dis que vous devez prendre toutes les mesures de prévention prévues par les principes généraux, vous devez agir sur ces trois registres-là. Donc nous, on s'est dit, on va faire un tableau dans lequel on va dire aux employeurs, quand vous prenez des mesures, obligez-vous à les rentrer sur un modèle. Est-ce que quand je fais ça, je fais des mesures techniques, des mesures organisationnelles, des mesures humaines? Alors, du mesure organisationnelle, je vais prendre un exemple tout bête, parce que je pourrais vous parler de l'organisation générale de l'entreprise ou de l'organisation générale de la prévention. Mais j'aime bien prendre un exemple tout bête, qui est à la fois technique, humain et organisationnel. Je mets en place des équipements de protection individuelle dans mon entreprise parce que, à certains moments de l'activité, les salariés sont exposés à des produits dangereux. La mesure technique, c'est finalement le dispositif de protection individuelle en tant que tel. C'est le masque de protection respiratoire. Donc, il va avoir des caractéristiques, etc. Donc, c'est ma première ligne des mesures techniques. Et puis, je vais avoir bien évidemment des mesures d'ordre humain, c'est-à-dire que je vais informer mes salariés sur le port du masque, je vais les former à l'usage de ce masque, je vais d'abord leur dire à quels risques ils sont exposés, à quoi le masque de quoi les masques les protègent et comment ils doivent s'en servir. Ce qui est plus intéressant, c'est quand vous commencez à auditer la manière organisationnelle dont ça se met en place. Parce que finalement, moi, j'étais intéressé quand je faisais des contrôles en entreprise. Excusez-moi, je parle de mon vieux métier, mais quand même, quand j'allais sur les postes de travail en journée, en règle générale, je voyais les équipements de protection individuelle qui étaient portés. Donc, il y avait bien le registre technique et le registre humain. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir, mais au fait, quand vous travaillez la nuit, là, vous êtes en 3-8, etc., et qu'il n'y a plus de protection individuelle ou que la cartouche, elle est usée, où est-ce que je me réapprovisionne? Et là, ça commence à être intéressant. C'est-à-dire que mettre en place des équipements de protection individuelle, ça veut dire derrière déployer toute une organisation qui est où est-ce que je vais effectivement trouver les consommables nécessaires au renouvellement à tout moment de la journée, à n'importe quelle heure, que ce soit le week-end, que ce soit la nuit. Comment je m'assure effectivement que j'ai toujours un bon approvisionnement, que je peux aller le chercher à tous les endroits de l'entreprise, parce que très très souvent quand vous posez la question, on va vous dire oui, c'est finalement c'est à l'atelier, c'est au magasin, c'est en journée. La nuit, comme on fait, le dimanche, comme on fait, on ne sait pas, etc. C'est un exemple tout bête, mais c'est juste pour vous dire que souvent, le registre organisationnel est défaillant. Évidemment, ça, c'est à petite échelle. Et puis surtout, ce qui est important dans ce tableau-là, je terminerai là-dessus, c'est que, et c'est là que blesse le plus souvent avec la Cour de cassation, constate que toutes les mesures n'ont pas été prises, c'est que vous avez vu qu'il y a deux colonnes.
Ce que les gens n'ont pas encore compris dans le revirement de la Cour de cassation et dans le principe généraux de prévention, c'est le principe que moi j'appelle de temporalité. Le Code du travail vous dit noir sur blanc et très clairement dans le principe généraux de prévention que vous devez planifier la prévention dans un ensemble cohérent. Planifier la prévention, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je ne vais peut-être pas pouvoir faire tout de suite. Il va donc falloir que je sépare mon plan d'action technique, organisationnel et humain entre les mesures de court terme, celles que je dois prendre immédiatement pour améliorer la situation ou éviter qu'elle empire, et puis les mesures de moyen et de long terme pour améliorer durablement la prévention. Et en règle générale, c'est ça maintenant que la Cour, c'est pas en règle générale, c'est ça que maintenant la Cour de cassation, elle regarde systématiquement. C'est-à-dire, grosso modo, si je reprends mon exemple, si vous me dites que vous mettez des équipements de protection individuelle pour protéger les opérateurs, vous allez remplir la colonne de gauche. Mais moi, ce qui va m'intéresser en tant que préventeur, c'est de vous dire, OK, mais vous savez que les équipements de protection individuelle, rappelez-vous les principes généraux de prévention, c'est ce qu'on fait en dernier. C'est ce qu'on fait lorsque les mesures de protection collective n'ont pas pu être mises en place ou ne sont pas suffisamment efficaces, ou c'est ce qu'on met en place lorsqu'on n'a pas pu substituer les produits, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les mesures de prévention que vous mettez à long terme. Et inversement, il m'est arrivé aussi souvent d'entendre des entreprises me dire, je ne fais rien dans l'immédiat parce que de toute façon, j'ai prévu de construire une nouvelle usine dans 1 an ou dans 2 ans, etc. Et vous allez voir, tout sera merveilleux. Oui, mais en attendant, vous faites quoi? Et donc, en fait, ce que la Cour de cassation observe systématiquement maintenant, c'est ça. C'est est-ce que dans les principes généraux de prévention, les 6 cases que vous avez sous les yeux sont remplies? Est-ce que vous avez pris des mesures de court terme, des mesures que moi j'appelle conservatoires, c'est-à-dire qui ne sont pas hyper satisfaisantes, mais qui au moins permettent de protéger, rappelez-vous les quatre registres que j'ai évoqués tout à l'heure, au moins vous devez protéger et prévenir, peut-être en tertiaire et en secondaire, mais n'empêche que vous devez le faire parce que vous avez l'intention, et là c'est la deuxième colonne, à terme, de venir sur des mesures techniques, organisationnelles et humaines de moyen et de long terme. C'est-à-dire que généralement, c'est une logique d'investissement. Alors pourquoi je dis ça? Parce que très très souvent, j'y étais encore confronté il n'y a pas 30 ans dans une mission qui m'avait été confiée par le gouvernement sur un nouveau texte. Je suis allé voir de nombreuses entreprises, elles étaient complètement paralysées par l'entrée en vigueur d'un nouveau seuil qui est arrivé au 1er juillet dans les entreprises. Certains d'entre vous voient peut-être à quoi je fais allusion. Et les entreprises me disaient, mais moi, je suis incapable de respecter ce seuil-là, et je suis donc incapable, et pour faire ce que vous me demandez de faire, il me faut des investissements, et dans le secteur où je suis, je n'aurai pas mes investissements avant 18 mois. Il me faut un permis de construire, il me faut des devis, il me faut trouver le constructeur, j'ai des machines très particulières, etc. Et donc, il était complètement paralysé. Je disais, mais pas de problème, on reprend ce tableau-là, et on sait tout ce que vous voulez mettre dans la colonne de droite. À terme, vous voulez effectivement changer votre procédé de production. Ça va se faire dans les 18 mois. Et à ce moment-là, vous aurez véritablement fait de la prévention primaire. Il n'y aura plus de polluants il n'y aura plus de poussières qui vont se dégager parce que vous travaillerez par voie humide, etc. Et donc, tout ça, vous le donnez à voir dans la colonne de droite et vous le planifiez et vous dites dans quel délai ça sera fait. Et en attendant, vous devez dire au juge, en cas de contentieux, et vous devez dire aux salariés en cas de contentieux, qu'est-ce qu'on fait à court terme? Et là, vous allez remplir la colonne de gauche en disant, en attendant d'avoir mon procédé par voie humide, je vais continuer à travailler comme avant. Et sur le plan technique, je vais peut-être améliorer mes bus de captage, je vais peut-être effectivement faire des opérations d'amélioration de mon système de ventilation. Je vais peut-être aussi effectivement sur le plan humain remettre des équipements de protection individuelle. Je sais que ce n'est pas satisfaisant, mais dans l'immédiat, je ne sais pas faire autrement. Je vais renforcer ma formation, le suivi médical de certains salariés et surtout, sur le registre organisationnel, je vais vérifier régulièrement l'efficacité de captage de mes dispositifs de ventilation. Je vais m'assurer effectivement que les mesures organisationnelles sont en place pour que les consignes soient bien passées, notamment quand j'ai des intérimaires dans mon entreprise, etc., etc. C'est ça que le juge aujourd'hui attend de vous, mais c'est ça surtout qu'on attend du préventeur, c'est-à-dire d'avoir en permanence dans la tête ce schéma-là. Qu'est-ce que je fais tout de suite sur le plan technique, organisationnel et humain? Qu'est-ce que je fais tout de suite qu'est-ce que je fais demain sur les mêmes registres-là? Si ces 6 colonnes, si ces 6 cases-là sont remplies, eh bien, vous avez toutes les chances pour que le juge considère que vous avez satisfait votre obligation de sécurité en prenant toutes les mesures prévues aux articles L41, 21, 1 et 2, c'est-à-dire que vous avez planifié la prévention dans un ensemble cohérent. Et la cohérence, vous la voyez à travers le tableau que vous avez sous les yeux là. C'est ça le prisme. Alors, il ne le dit pas comme ça, ouais. mais je le Et sais comme parce que ça, c'est... l'entreprise aura limité un risque, en tout cas pour elle, celle d'être condamnée. Et amusez-vous bien à faire cet exercice-là, vous allez vous apercevoir que sur toutes les mesures que vous prenez, souvent, vous allez avoir du mal à remplir les 6 cases. Et vous allez vous apercevoir qu'il vous manque des choses. C'est-à-dire, prenez, moi je me l'applique dans l'établissement que je dirige où il y a plus de 100 personnes, eh bien chaque fois que je prends une mesure de prévention, qu'on prend une mesure de prévention, je prends ce tableau-là en me disant, est-ce que tu es bien allé sur tous les registres, est-ce que tu as bien une vision globale
de la prévention qui va t'amener à terme à supprimer, à éradiquer totalement le risque. Et souvent, je m'aperçois qu'on est léger sur certains aspects, et donc, tant que je n'ai pas rempli mes 6 cases, je considère que je n'ai pas satisfait mon obligation de sécurité. Tout de suite, je vais vous couper parce que alors là, encore une fois, c'est passionnant, mais là, on a encore quelques petits points quand même que je voulais aborder avec vous. C'était vous abordez à un moment donné aussi la sécurité réglée vs la sécurité gérée. Bon, ça reprend un peu ce que vous avez déjà peut-être abordé, mais peut-être deux mots quand même parce qu'a priori, c'est quand même un palier à franchir. Parce qu'on parlait tout à l'heure, on est parti dans l'historique, pourquoi les choses ne vont pas. Ça contribue aussi à passer ce prochain palier, c'est cette question sécurité réglée, sécurité gérée. Alors, d'abord, pour commencer, le concept ne m'appartient pas. Donc, je vais être tout à fait clair pour dire que moi, j'adhère Non, complètement. vous l'avez cité, vous l'avez, voilà, Non, donc c'est mais pour ça que je voulais vous avez reprendre. tout à fait Oui. raison. Non, mais j'y tiens énormément et on en parle beaucoup dans le bouquin parce qu'il nous semble qu'aujourd'hui, c'est justement faute pour beaucoup d'entreprises d'avoir compris la différence entre les deux, qu'on a encore beaucoup d'accidents. Et je vais y revenir très précisément. Mais je pense qu'effectivement, c'est important de dire que voilà, il y a tout un courant de l'ergonomie et tout un courant effectivement des entreprises, notamment des grandes entreprises qui ont travaillé sur les risques industriels, qui ont développé ce concept de sécurité réglée, sécurité gérée. Ça veut dire quoi? La sécurité réglée, c'est celle qu'on connaît tous, hein, c'est la sécurité prescriptive, c'est celle qui consiste à continuer à croire que l'on peut tout prédire, tout prévoir à travers soit des textes du Code du travail, soit des consignes dans les entreprises. Et on sait tous que dans les entreprises, parfois, on est noyé sous des classeurs qui vous disent tout ce qu'il faut faire dans toutes les circonstances. Or, là, la réalité, ça ne marche pas comme ça. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas de sécurité réglée dans les entreprises. C'est pas, il est évident qu'il y a des choses qui ne se discutent pas, qui doivent être rendues complètement obligatoires dans les entreprises. Je veux dire, voilà, le risque électrique, c'est pas quelque chose d'hypothétique. Donc, lorsqu'on vous dit qu'il faut mettre un disjoncteur différentiel 30 milliampères, etc., et qu'il faut respecter telle consigne quand on intervient sur une installation haute tension, c'est pas hypothétique. Enfin, vous voyez, c'est pas une option. C'est de la sécurité réglée et il faut s'assurer qu'elle est mise en place et qu'elle existe dans l'entreprise. Par contre, remémorez-vous ce que j'ai dit juste avant. Aujourd'hui, les entreprises qui ne vivent que sur la sécurité réglée, c'est-à-dire uniquement dans l'espoir que les gens vont appliquer les procédures et les textes, d'abord, elles ignorent le fait qu'aucune procédure, aucun texte ne peut prévoir toutes les situations. Et surtout, là, c'est un principe d'ergonomie qu'on connaît tous par cœur, le travail prescrit et le travail réel ne se rencontrent jamais. C'est-à-dire les choses ne se passent jamais comme prévu. Rappelez-vous, cette semaine, on devait faire ce webinaire mercredi. C'est pas du tout passé comme ça. Il a bien fallu qu'on s'adapte et qu'on réagisse. Et le principe de la sécurité réglée, c'est quoi? Gérer, pardon, c'est de dire quoi? C'est de dire, en fait, je ne pourrai jamais prévoir toutes les situations. Et donc, je dois faire en sorte que mes opérateurs, les salariés, sachent réagir dans des situations qui n'ont pas été prévues. C'est la sécurité gérée. Ils savent gérer une situation. Et là, on arrive à nouveau sur un principe fondamental des principes généraux de prévention, qui est probablement un des plus importants et des plus incompris. Le Code du travail, les principes généraux de prévention vous disent que l'employeur doit prendre des mesures en tenant compte des changements de circonstances. Si vous regardez les accidents du travail et les maladies professionnelles auxquelles vous êtes confrontés et que vous les analysez, outre le fait qu'il y a des problèmes de technique, de registre technique, organisationnel humain dont j'ai parlé tout à l'heure, très souvent vous allez apercevoir qu'en fait, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a eu un changement de circonstances. Il s'est passé quelque chose de nouveau, parfois totalement anodin. Parfois, c'est un ensemble de changements de circonstances. Alors, les arbres des causes, d'ailleurs, souvent permettent de détecter ça. Mais en tout cas, il y a un changement de circonstances qui fait que l'évaluation des risques qu'on a faite et les mesures de prévention qu'on avait mises en place, elles ne fonctionnent pas dans cette situation-là. Et c'est notre quotidien. Tous les jours au travail, on est confronté à des situations qui n'avaient pas été prévues par les consignes ou qui ont été prévues par une consigne qui a 1 an, 2 ans, qui n'a jamais été appliquée parce que ça ne s'était pas produit. Et tout ce qui fait qu'il va y avoir ou pas un accident, c'est que les opérateurs qui vont être confrontés à ce changement de circonstances vont être capables d'analyser qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer et donc vont avoir en tête les 9 principes généraux de prévention qui va faire qu'ils ne vont pas réagir bien en tête et avoir la mauvaise réaction, le mauvais comportement. Parce qu'après, on dit, mais combien de fois j'ai entendu des employeurs me disent, bah, j'y peux rien si les salariés veulent se suicider, ou pourquoi il est allé de l'autre côté de la barrière, ou pourquoi il est passé par-dessus, ça. En réalité, il a été confronté à une situation inédite, et c'est comme ça qu'il a réagi, parce que c'était comme ça le plus efficace et le plus rapide. Il n'avait pas en tête cette capacité, les principes généraux de prévention, cette appropriation des PGP, qui fait qu'il aurait su s'affranchir de la sécurité réglée pour passer à une logique de sécurité gérée, c'est-à-dire savoir réagir. Je pourrais vous citer l'exemple, on n'a malheureusement pas le temps, mais moi j'ai vu les derniers accidents mortels sur lesquels j'ai été amené à enquêter, c'était des accidents dans lesquels, des entreprises dans lesquelles il y avait beaucoup de sécurité réglée. Très honnêtement, une sécurité de très haut niveau, mais il y a à chaque fois eu un événement
qui fait que les choses ne se sont pas passées de la même manière que d'habitude. Et que les salariés n'ont pas su interpréter ce qui se passait, ni les salariés d'ailleurs, ni la maîtrise, ni la direction, c'est-à-dire n'avaient pas des gens en capacité de dire, il se passe quelque chose, on s'arrête 5 minutes, on réfléchit, et est-ce que les modes opératoires que nous avons mis en place, est-ce que les techniques que nous avons mises en place, est-ce que les équipements de protection individuelle sont encore efficaces dans ces circonstances-là? Et tant qu'on n'aura pas des opérateurs, des gens, des travailleurs qui ont, j'appelle ça la culture de prévention, mais je crois qu'on va y venir juste après, n'ont pas On effectivement va cette. y venir très vite. Ben voilà. Alors, en tout cas, ça se traduit par Oui. un autre mot dans le Code du travail. Donc, vous voyez, on est toujours sur les 9 principes généraux de prévention. J'ai parlé de changement de circonstances, tenir compte de l'évolution des circonstances, de l'évolution des techniques et des changements de circonstances. Les juges, aujourd'hui, regardent ça systématiquement pour pouvoir éventuellement condamner quelqu'un en disant, mais bien sûr que vous aviez mis en place plein de choses, mais vous n'avez pas été en capacité de faire face à un changement de circonstances. Deuxièmement, quand le Code du travail dit dans le 9e principe généraux de prévention, donner des instructions appropriées aux travailleurs. Ça, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire, ça ne se réduit pas à de l'information et de la formation. Donner des instructions appropriées aux travailleurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les salariés doivent savoir réagir dans des situations où justement l'information et la formation ne suffisent pas. Il ne suffit pas de la former et de former les gens, vous le savez tous, on le sait tous, pour qu'ils appliquent les choses correctement. Donc la culture de prévention, mais on va y venir tout de suite, ça suppose quand même que l'employeur ait donné des instructions appropriées, c'est-à-dire ait outiller ses salariés pour faire face à une situation anormale, inédite. C'est ça, donner des instructions appropriées. Comment vous faites dans ce cas-là? Parce qu'il n'y a pas la réponse dans le Code du travail et il n'y a pas la réponse dans le règlement intérieur ou dans l'ensemble des mesures techniques que vous aurez prévues, parce qu'encore une Peut-être fois, le le travail reste. dialogue. Oui. Et Pardon. c'est peut-être la question du dialogue qui rentre en ligne Voilà. de compte. Voilà, donc on arrive au cœur du sujet, c'est-à-dire que moi, en ce moment, on entend énormément parler de culture de prévention, et je suis tout à fait convaincu, bien évidemment, qu'on a un cap énorme à passer en matière de culture de prévention. Ce que je regrette en revanche, c'est que très souvent, la lecture ou l'acception qu'on a de la culture de prévention, et ça, c'est pas propre d'ailleurs à la santé au travail, on le voit aussi dans le domaine de la santé publique ou dans d'autres domaines, c'est qu'on considère que, encore une fois, rappelez-vous mon petit tableau tout à l'heure, il faut agir sur le comportement humain. Et agir sur le comportement humain, ça ne suffit pas, encore une fois. Donner des instructions, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, ça suppose qu'effectivement, pour pouvoir faire face à des situations inédites et pour pouvoir effectivement transmettre ces principes généraux de prévention, ben, ce n'est pas une culture descendante et ce n'est pas uniquement faire des consignes ou mettre des affiches dans l'entreprise ou énoncer des grands principes directeurs, etc. Ça suppose d'avoir une parfaite connaissance de ce qui se passe sur le terrain et d'avoir effectivement des espaces dans lesquels les salariés se sentent autorisés de discuter, à parler des anomalies et de ce qui dysfonctionne. Alors, vous savez que très souvent dans les entreprises, cet écart entre travail prescrit et le travail réel, il est quand même inhérent à ce qu'on appelle des injonctions paradoxales, c'est-à-dire entre, d'un côté, des exigences d'aller très vite, de faire bien ou de sortir la production en temps et en heure, etc. Et puis en même temps, on va avoir un autre discours qui va dire vous respectez les consignes de sécurité. Mais parfois, les deux sont incompatibles. Et que le seul. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous interromps juste une seconde, mais à ce sujet-là, pour tous nos auditeurs, nous allons faire un webinaire en janvier. Ça sera le premier webinaire de janvier, justement, sur les injections paradoxales. Je ferme les guillemets. Bah oui, parce qu'effectivement, et comment on accède aux injonctions paradoxales si ce n'est par le dialogue? On l'a compris, alors on l'a compris évidemment beaucoup avec les risques psychosociaux quand même. Rappelez-vous le rapport Lachman-Pénicaud-Larose finalement qui dit à un moment donné, mais les risques psychosociaux, c'est certes des problèmes de santé, c'est certes des problèmes de non-respect des principes généraux de prévention, mais c'est pas que ça, c'est d'abord le résultat d'un déficit de dialogue. Et moi, j'étais très attaché dès le début à dire, mais pas que le dialogue social d'ailleurs, le dialogue professionnel, c'est-à-dire le dialogue entre les agents de maîtrise, entre l'encadrement et les salariés, la manière dont effectivement ils arrivent à se parler, d'un côté des exigences de l'entreprise qui sont tout à fait légitimes et de l'autre côté des attentes des salariés, des exigences des salariés qui expriment les difficultés auxquelles ils sont exposés pour pouvoir faire le travail qu'on leur demande. Et si vous n'avez pas ces espaces dans lesquels on peut effectivement mettre à jour les difficultés réelles de respect de la réglementation réglée, pour passer à une réglementation gérée, bah vous continuerez à avoir des accidents du travail, puisque vous n'avez pas accès, vous n'avez pas la connaissance de ce qui se passe réellement dans votre entreprise. Et ça, c'est compliqué à mettre en place, parce qu'on connaît tous un minute de sécurité. Et on a tous participé à une minute de sécurité. Moi, quand j'ai travaillé dans le privé, je me rappelle, je m'étais mis un jour à 4 heures du matin, je suis allé avec les équipes, je me suis fait passer pour un intérimaire dans une des usines, et puis je suis allé écouter une minute de sécurité. Donc, c'était affligeant, parce que le cadre qui était en face de nous était de bonne foi. Enfin, grosso modo, c'était un exercice descendant où il disait faut mettre les ceintures de sécurité sur les chariots automoteurs, etc. Et je me rappelle, c'est une consigne obligatoire, etc. Et absolument, donc personne n'a rien répondu, personne n'a rien dit.
5 minutes après, tout le monde était sur les chariots automoteur, il n'y en avait pas un qui mettait les ceintures de sécurité. C'est pas parce qu'ils étaient négligents, c'est parce que quand on les observait travailler, on voyait qu'il était impossible de mettre la ceinture de sécurité puisqu'il fallait descendre du chariot à peu près toutes les 30 secondes. Pourquoi? Parce qu'il y avait défaut d'organisation dans la manière dont on déchargeait les camions. Vous voyez, j'en reviens à mon fameux tableau. Et donc, le seul moyen, effectivement, d'avoir une culture de prévention, c'est encore une fois de permettre que ces sujets d'organisation soient discutés et qu'on trouve des solutions très concrètes, très pratiques. Ce n'est pas un salon où on cause, hein, les espaces de discussion dont je suis en train de parler. Ce n'est pas un lieu où on se fait plaisir et ça. Non, c'est un lieu où on discute concrètement de pourquoi on ne met pas les ceintures de Est-ce que sécurité. Eh c'est bien, pas, parce qu'on ne peut est-ce que pas. c'est, oui. Est-ce qu'on touche pas là du doigt aussi la question de monter en compétence justement aussi des managers Ah, alors évidemment. qui sont peut-être pas formés justement. Est-ce que c'est pas là que est-ce qu'il y a le problème ne vient pas de là? Bien sûr. Alors, en fait, je pense que la montée en compétence, vous voyez, quand on parle de culture de prévention, c'est vraiment, bien évidemment, d'ailleurs, là aussi, reprenez les principes généraux de prévention. Ils disent qu'il faut intervenir à tous les niveaux de l'entreprise, c'est-à-dire évidemment au plus haut niveau. La direction ne peut pas se contenter d'avoir des injonctions, il faut qu'elle soit totalement convaincue de ça, mais évidemment, les managers doivent monter en compétence et les salariés doivent monter en compétence. Ça ne peut pas être que les salariés. Si le manager lui-même n'a pas effectivement cette culture-là, et ça ne peut pas être que les managers, donc c'est tout ça, c'est tout ce monde-là qui doit s'approprier les principes généraux de prévention et nous, on pense que le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure est un moyen de leur faire d'inculquer sans respecter un texte en particulier. Nous, on considère aujourd'hui avec Emmanuel Adjourst qu'on peut tout faire avec les principes généraux de prévention. On pourrait presque supprimer, c'est un peu caricatural ce que je vais dire là, mais on pourrait presque abroger tous les décrets. Celui qui a bien compris les principes généraux de prévention, il n'a plus besoin d'aller voir l'article R44, machin chose du Code du travail pour vérifier qu'il est en conformité. Il va spontanément agir en prévention, travailler en prévention. Il a les tables de la loi. Ah voilà, il a moi, ce que j'appelle la sécurité incorporée, quoi. C'est-à-dire qu'elle est incarnée, c'est-à-dire que les gens travaillent en sécurité. Regardez, ça existe, hein, dans le Hervé, secteur. Hervé, je dois dire une chose, je dois vous couper quand même parce que on est déjà au bout, on n'a pas pris une Alors seule je me tais. question. Non, pardon, parce que je suis désolé, c'est vraiment passionnant, mais c'est vrai que alors c'est court, malheureusement. Peut-être un mot quand même pour conclure, mais alors déjà une chose, c'est que bah, vous nous direz aussi, vous qui écoutez, savoir si vous avez été passionné, en tout cas comme je l'ai été, d'écouter Hervé Lanouzière. Dites-le nous parce que je pense que Hervé, vous aurez peut-être plaisir à revenir nous parler prévention. Alors, moi, c'est tellement frustrant. Alors d'abord, je vous invite quand même à lire le bouquin, mais c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir déployer ça, puis d'échanger avec vous, évidemment, parce que Allez. j'ai bien conscience que là, en 45 minutes, je prends des raccourcis, et donc ça appauvrit un petit peu le fond. C'est pour ça que je voulais absolument montrer le tableau quand même tout à l'heure, en disant, quand même, au moins un outil, partez avec un outil de cette séance de 45 minutes. Si vous utilisez ce tableau-là, et que vous apprenez l'habitude de le faire, il y en a d'autres, hein, d'autres méthodes. Hein, il y en a plein d'autres de méthodes, il n'y a pas une seule méthode. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette grille de lecture-là, c'est celle qu'on les juge aujourd'hui. Ça peut être utile. Alors, ça sera le petit mot de la fin. Par contre, j'aimerais quand même mettre, essayer quand même il y a quand même des questions qui sont arrivées. Il y a Fabien qui nous demande bonjour, que se passe-t-il en cas d'accident sur des sujets qui sont prévus de traiter à moyen et long terme? Ben, c'est vraiment une excellente question parce que justement, c'est ça qui paralyse. Et ben, il faut être en capacité, et moi j'ai des exemples d'ailleurs de ça, de décisions de justice. Hein. Il faut être en capacité de dire au juge, bah oui, effectivement, j'ai planifié la prévention. D'ailleurs, c'est le Code du travail qui me le dit. Il me demande de planifier la prévention. D'ailleurs, on sait tous, vous comme moi, on sait tous que si on applique le texte les textes du Code du travail à la lettre, toutes les entreprises de France et de Navarre sont fermées. Donc, ce qui est important, c'est de donner à voir au juge le fait que vous avez bien planifié la prévention. Donc, vous savez où vous allez. Et ce qui est important, c'est la colonne de gauche. Je veux dire, voilà ce que j'ai mis en place en attendant. C'est-à-dire, je sais que c'est pas top, je suis pas dans l'idéal du tout. Je ne fais que protéger, donc je ne fais que limiter le risque. Mais voilà ce que j'ai mis en place. Et c'est ça que le juge va regarder maintenant. C'est encore une fois que les SICA. Et si vous démontrez ça, bon, même s'il y a eu un accident, alors quand il y a eu un accident, c'est toujours plus compliqué que quand il n'y a pas eu d'accident. Donc le tableau, il a pour objectif de vous éviter d'avoir un accident. Encore une fois, j'ai bien dit tout à l'heure, éviter que la situation s'aggrave ou ne s'empire, et continuer à travailler sans être obligé d'arrêter l'activité en attendant mieux. Mais le juge, s'il a tout ça, eh bien, il va être capable de vous dire, vous avez satisfait votre obligation. En fait, je crois que ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure, c'est que on n'a pas une obligation. Alors, je sais que parfois, ce que je vais dire là, ça peut choquer certains. Mais en fait, le Code du travail, et d'ailleurs même la Constitution française, ne disent pas qu'on a une obligation de santé, on a une obligation de protection de la santé. C'est-à-dire que vous devez faire la démonstration, vous avez tout mis en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des personnes.
Maintenant, parfois, il arrivera que cet objectif ne puisse pas être atteint. Et ce que va vérifier le juge, encore une fois, si vous avez fait tout ce que vous aviez à faire à travers ce tableau. Euh, Moi, j'ai vu des entreprises qui n'étaient pas condamnées, bien qu'il y ait eu un accident, parce qu'elles avaient pris ensemble toutes les mesures de prévention et qu'il y a eu un impondérable qui a fait que. Et donc, il n'y a plus l'obligation de résultat au sens où, bah, quoi qu'il arrive, vous serez condamné en faute inexcusable, etc. Non, vous pouvez démontrer que vous aviez fait ce qu'il fallait. Ah, il y a quand même eu l'accident. Alors, pourquoi il y a des accidents quand même souvent? Je voudrais finir là-dessus, sur cette question-là, mais parce que souvent, moi, quand je reprends un accident, à chaque fois, je reprends ma grille de lecture, comme les juges maintenant, et je dis, bah oui, bah, il y a quand même une case qui manque, quoi. Il y a quand même une case qui n'est pas remplie, donc c'est aussi pour ça qu'ils ont eu l'accident. C'est-à-dire que, voilà. Et souvent, c'est la case organisationnelle. C'est la case organisationnelle qui est la plus compliquée. Il faut le reconnaître. Je vais essayer d'aller très vite. Il y avait une question de Christian. Alors, il nous évoque la directive de 1999. Elle date de 34 ans. Comment expliquer une telle inertie? Ah bah ça, c'est une bonne question parce que moi, pour avoir travaillé 10 Alors ans là, avec la société. là, c'est 15 secondes. Non, mais ça, c'est la différence entre les processus d'élaboration des normes qui sont monstrueusement compliqués et puis la mise en œuvre sur le terrain et notamment l'acculturation à ce que contiennent ces normes. C'est-à-dire, vous voyez, quand je disais tout à l'heure que la logique de réparation, elle date de 1898 et c'est quand même en 2005 que les partenaires sociaux disent on va peut-être arrêter de faire de la réparation, on va faire de la prévention. Ce qui était quand même censé faire depuis un certain nombre de dizaines d'années. Donc, je veux dire, on fonctionne par paliers et les paliers sont longs en matière de santé au travail, en matière de santé de manière générale et en matière de santé au travail. Et maintenant, on franchit vraiment des paliers. On arrive vraiment maintenant à franchir. Je pense qu'honnêtement, depuis quand même quelques années, il faut reconnaître que alors, vous voyez, la logique de prévention primaire, maintenant, tout le monde parle de prévention primaire. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est ce que les gens mettent derrière. Et souvent, quand vous regardez concrètement ce qu'ils font, c'est bien, mais ce n'est pas de la prévention primaire. C'est très souvent de la prévention secondaire. Et tertiaire, quand on parle de prévention de la désinsertion professionnelle, très souvent, ce qui est mis en place est totalement indispensable et utile. Mais ce n'est pas de la prévention primaire. Je veux dire, on n'a pas éradiqué le risque, on est juste en train, effectivement, de maintenir en emploi des personnes qui ont été exposées à un risque, c'est un autre registre, et c'est suffisant, c'est bien, mais c'est pas suffisant, ça ne peut pas tenir lieu de politique de prévention. Ok. Alors, je vais apprendre juste une chose parce qu'il y a un compliment qui vous est adressé par Marie-Noël et qui nous dit super intéressant, vraiment envie de vous partager notre stratégie de prévention. Dans le BTP, nous avons chuté de plus de 80% des AT et très en dessous des résultats nationaux de notre secteur, convaincus par le discours de Hervé. Voilà. Bien, Alors, je merci. ne vais pas aller plus loin parce que il y avait un petit. Alors, je voyais qu'il y avait une autre question. Des données en provenance de la Caisse d'assurance nationale d'assurance maladie de travailleurs salariés font apparaître que sur le plan national, toute entreprise confondue, le nombre d'accidents du travail a progressé de 5,7% entre 2014 et 2019 pour une population de salariés en augmentation de 7% sur la même période. C'est pourtant qu'on finit. Oui, enfin, c'est l'augmentation, ça, c'est les chiffres dont on a évoqué. Donc là, c'est pas trop une question, c'est plus un On commentaire. n'est pas Si, bon, hein, on euh, peut se le dire, oui, on ne pourquoi peut une pas se telle satisfaire des dégradation? résultats Pourquoi actuels. on continue? Oui, parce que ça fait des. Oui, ça veut dire que effectivement, et il mentionne les décès avec un taux de croissance phénoménal de 38% dans le même laps de temps. Donc pourquoi une telle dégradation? Alors, je Bah, ne sais pas, je pense qu'on en a parlé, peut-être on peut dire qu'on en a parlé au début. Je pense que donc ça. Mais je pense qu'on va se revoir, Hervé, parce que voilà, peut-être que si on a des commentaires, on attendra que voilà, si vous avez des. Voilà. On verra ce que disent effectivement ce qu'en dit notre communauté. Une chose par contre, c'est qu'effectivement, j'ai fait une boulette. J'ai complètement oublié de présenter un slide pour présenter votre livre que je conseille quand même, qui est La santé au travail, droit et pratique. Donc, on vous mettra un lien quand même dans la partie commentaire, parce que c'est un livre qui est vraiment. Alors, c'est pas ça peut être un vrai livre de chevet, parce que ça fait vraiment la, la jonction entre la partie juridique et la partie pratique. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, parce que même moi qui ne suis pas un juriste, ni un HSE d'ailleurs, mais l'ensemble est tout à fait compréhensible et ça donne des bonnes pistes. Et effectivement, c'est pas en 45 minutes qu'on va révolutionner le monde. Si c'était le cas, ça serait tellement facile. Alors, on a carrément mangé le temps carrément de ce webinaire. Donc, il me reste à
Hervé, bah, vous remercier quand même pour votre Merci intervention, de votre d'avoir pris écoute, le de votre temps. invitation. C'était vraiment passionnant. Donc, encore une fois, rendez-vous pris. On va prendre nos agendas. Alors, et puis par Plaisir. contre, eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Avec une précision quand même, n'hésitez pas que effectivement le compte LinkedIn d'InfoRisque, vous êtes quand même près de 170 000 à nous suivre, donc vous êtes assez nombreux. Mais n'oubliez pas quand même qu'il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de choses quand même qui se passent sur le site inforisque.fr. Allez-y et vous avez aussi la programmation de tous les prochains webinaires qui vont, je pense aussi certainement vous intéresser. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci et par avance, un bon appétit à tous. À très Au bientôt. revoir. Merci encore. Au revoir. À bientôt.